Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine qui vous est proposée par l'IRIS. Alors cette semaine, j'ai choisi de traiter un sujet d'actualité un petit peu complexe qui est finalement le retour de la question vénézuélienne au devant de l'actualité internationale par un chemin qui n'était pas forcément attendu, puisque ce chemin passe par Paris, par la France et par le palais Brongniart en particulier, qui a été le siège d'organisation du Forum de Paris sur la paix. Et c'est lors de ce forum, le 11 novembre 2022, que s'est tenue une réunion assez atypique, certains pourraient penser assez improbable, autour d'une table qui a réuni aux côtés du président français Emmanuel Macron, le président de l'Argentine, Alberto Fernandez, le nouveau président colombien que beaucoup attendaient à Paris pour cette première sortie, en tout cas depuis qu'il a été élu en juin 2022, Gustavo Petro, également la ministre des Affaires étrangères norvégienne et les représentants des, deux blocs qui s'affrontent depuis plusieurs années au Venezuela, la personne de Jorge Rodríguez qui représente le gouvernement de Nicolás Maduro à Caracas et Gerardo Blyde qui représente lui la plateforme, la table d'unité de l'opposition vénézuélienne qui ne reconnaît pas officiellement la légitimité de Nicolás Maduro, ce qui jusqu'au Forum de Paris devait être la ligne officielle de la France aussi, qui ne reconnaît pas depuis 2018 l'élection de Nicolás Maduro et à sa place reconnaît officiellement Juan Guaidó, qui est donc l'un de ses opposants, comme président par intérim du Venezuela. Et ce qui est un peu stupéfait le monde, c'est de voir d'un seul coup finalement l'entrée en scène du président français Emmanuel Macron sur le dossier vénézuélien, qui était assez lointain de ses priorités de politique étrangère, qui donc avait pris fait et cause pour soutenir Juan Guaidó depuis 2019, qui avait été très dur contre Nicolás Maduro, et qui l'a vu donc à Paris, l'appelant président plusieurs fois, de manière insistante, dans une vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, et qui a discuté de manière assez amicale, courtoise en tout cas, avec Nicolás Maduro, évoquant même la possibilité d'une future relation bilatérale entre la France et le Venezuela, et peut-être d'une rencontre ou d'un voyage prochain du président Macron dans le pays, en tout cas en Amérique latine, ce qu'il n'a jamais fait. Le président Macron, depuis sa première élection en 2017, n'a jamais voyagé en Amérique latine. Une seule fois, c'était en Argentine, mais pour le G20, donc pas dans le cadre d'une visite bilatérale. Donc on ne peut pas dire que la région latino-américaine soit finalement assez familière pour le président français. On ne peut pas dire que c'était une priorité de sa politique étrangère depuis son premier mandat. Et là, il se positionne donc, ou se repositionne en tout cas, sur l'épineux et délicat dossier vénézuélien où la France avait une position très ferme à l'égal de celle de Washington contre les autorités de Caracas. Alors, pourquoi ce changement, ce virage, ce tournant, appelons-le comme on veut? Il y a plusieurs raisons qu'on va essayer d'évoquer ensemble. On va, avant d'y revenir, repartir de l'Amérique du Sud et du contexte régional qui explique une bonne partie de ce mouvement. Pourquoi? Parce que l'élection de Gustavo Petro en Colombie, puis celle récente, le 30 octobre 2022, de Lula au Brésil, change la donne en Amérique du Sud. Et le gouvernement français l'a bien analysé et en prend acte et en tire un certain nombre de conclusions. Ce changement de donne, il intervient, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, sur la question vénézuélienne par plusieurs billets. Le premier, c'est que Gustavo Petro, qui a été élu, et au moment où je tourne cette vidéo, fête plus ou moins les 100 jours de son gouvernement, dès qu'il a pris le pouvoir, il a annoncé la normalisation des relations avec Caracas, qui avait été, arrêté ses relations depuis plusieurs années. Et donc, il a annoncé la normalisation. Et depuis le mois de juillet 2022, toute une série de réunions bilatérales entre les présidents vénézuéliens, colombiens, des ministres, des commissions parlementaires, etc., n'ont eu cesse de se succéder et qui, mettent en place un agenda, une feuille de route pour, le rétablissement plein des relations politiques et commerciales entre la Colombie et le Venezuela. Ça passe par la réouverture de la longue frontière de 2200 km entre ces deux pays, par la gestion commune de sa sécurité, de la lutte contre la contrebande, les trafics, la normalisation avec des diplomates qui sont en poste à Bogota et à Caracas, la réouverture annoncée des lignes aériennes entre Bogota et Caracas également, enfin toute une série de choses comme ça.
Et Gustavo Petro a mis clairement sur la table le fait qu'il fallait normaliser les relations avec le Venezuela parce que l'option Juan Guaidó était une impasse, que le pays devait sortir du conflit politique dans lequel il était installé depuis de trop nombreuses années, qu'il devait se remettre sur pied du point de vue économique parce que la déflagration de la crise économique vénézuélienne a des impacts terribles sur les pays voisins, avec en particulier les flux migratoires, à commencer par la Colombie, et parce que, et c'est là où je veux en venir, Gustavo Petro a besoin de Nicolás Maduro pour arriver à obtenir un accord de paix avec la guérilla de l'Armée de Libération Nationale, l'ELN. Et donc il faut que le Venezuela accompagne un processus de négociation avec cette guérilla qui est encore en activité, même si aujourd'hui il y a un cessez-le-feu, pour négocier. Et Nicolás Maduro a donné ses garanties à Gustavo Petro. Et donc il y a un rapprochement objectif entre les deux pays. Et c'est absolument nécessaire pour la feuille de route gouvernementale de M. Petro. Je disais guérilla, fin des conflits armés, mais aussi lutte contre le narcotrafic en particulier. De l'autre côté, Lula a gagné. Il a dit plusieurs fois qu'il considérait qu'il fallait aussi une solution politique au Venezuela qui garantisse la souveraineté du territoire et de l'intégrité vénézuélienne, pas d'intromission, voire d'ingérence de puissances étrangères, une négociation politique. La France a pris acte de tous ces changements. La France veut relancer sa diplomatie au Brésil et en Colombie. Elle compte faire de la Colombie et du Brésil deux points d'appui, voire des alliés dans un certain nombre de dossiers internationaux. Je pense bien sûr à la question climatique, je pense bien sûr à la question tout ce qui peut être lié aux investissements liés à la transition durable des modèles de développement latino-américains, et c'est un objectif important pour Gustavo Petro, par exemple. Je pense au fait que la France a des intérêts économiques qui sont assez modestes en Amérique latine par rapport à l'Afrique ou d'autres régions, mais la Colombie et le Brésil font partie des principaux, avec le Mexique, partenaires commerciaux français. Beaucoup d'entreprises françaises, en particulier du CAC 40 et du commerce extérieur français, ont des activités très intenses en Colombie et au Brésil. Les investisseurs français sont très importants. Donc on rentre dans un nouveau cycle. Et la question vénézuélienne ne peut plus être un blocage, ne peut plus être un nœud sur lequel ça coince pour tous les autres dossiers. Et donc c'est cela qui explique en réalité le changement de M. Macron. Mais il y a une deuxième raison, bien évidemment, et on a du mal à ne pas penser à la question énergétique liée au conflit russe et ukrainien, russo-ukrainien. Bien sûr, les arrière-pensées pétrolières et gazières ne sont pas absentes de la stratégie du gouvernement Macron, puisque la France, qui est confrontée, comme tant d'autres pays européens, à une crise énergétique liée au conflit, à la guerre russe en Ukraine, cherche des puissances énergétiques de substitution qui peuvent alimenter nos besoins énergétiques. Et bien sûr, le Venezuela, qui est tout simplement la première réserve mondiale de pétrole et une puissance gazière également, fait partie des options, des solutions qui peuvent permettre à la France et aux Européens de s'approvisionner pour une partie de ce qui leur manque par rapport à leurs fournisseurs historiques russes. Et puis, il y a une longue tradition qu'on a un peu oubliée, pétrolière et gazière entre le Venezuela et la France, puisque le Venezuela, jusqu'aux années 50-60, était l'un des principaux fournisseurs français de pétrole. Donc on a des traditions, il y a des chaînes de production, de commerciales qui existent, etc. On connaît ce pays. Total, il y a eu des intérêts très très importants et donc il faut réamorcer la pompe. Enfin, M. Macron a pu le faire parce que, il s'est senti autorisé dans la mesure où Washington aussi se rapproche aujourd'hui et veut normaliser ses relations avec Caracas. Donc comme l'allié américain finalement autorise, on se sent finalement peut-être plus autorisé soi-même à prendre une initiative qu'on aurait moins osé prendre auparavant pour se rapprocher. Alors la France essaye aussi, ce faisant, probablement, de se positionner dans le jeu européen, en particulier vis-à-vis des Espagnols qui n'ont pas bonne publicité au Venezuela, puisque Pedro Sánchez, le président du Conseil espagnol, lui a reconnu et reconnaît toujours Juan Guaidó et il est un petit peu persona non grata au Venezuela. Donc ça permet à Emmanuel Macron d'essayer de prendre un leadership européen sur la normalisation de la situation politique au Venezuela. On dira aussi d'ailleurs que ça va avec son mouvement actuel avec l'Iran, etc. On voit que le président Macron cherche à se positionner un peu comme un facilitateur, un faiseur, disons, de paix ou d'avancée des valeurs démocratiques, etc., etc., un peu partout dans le monde. Ça fait partie du moment de la diplomatie d'Emmanuel Macron. Donc voilà un peu tout un tas de raisons qui font que le Forum de la paix a été utilisé finalement pour permettre un retour d'une discussion qui avait été bloquée
bloqué entre Nicolás Maduro et ses oppositions depuis un an, depuis 2021, puisqu'à l'époque, le dialogue de paix s'était arrêté parce que les États-Unis avaient emprisonné Alex Saab, qui est un proche de Nicolás Maduro, qui était un des négociateurs de la délégation du gouvernement à Mexico avec l'opposition, et il a été exfiltré du Cap-Vert vers les États-Unis où il est censé attendre un jugement, et donc Nicolás Maduro avait suspendu sa participation au dialogue politique avec l'opposition à Mexico. Donc c'est ça qui est relancé. Quels sont les objectifs? Les objectifs, c'est d'obtenir une élection présidentielle qui soit sincère et dont les résultats soient respectés par tous avant 2024. Bon. Il y a des discussions, est-ce que ce sera avant 2024 anticipé ou 2024? C'est une question qui reste posée à la sortie de cette réunion au Forum de la paix. Deuxième chose, Gustavo Petro, c'est lui qui a donné un petit peu le plan qui pourrait permettre cette négociation. 1. Débloquer l'économie vénézuélienne, ça veut dire fin des sanctions américaines et européennes. 2. Ça veut dire amnistie générale. C'est-à-dire libération et amnistie de tous les opposants, des prisonniers politiques au Venezuela, etc., mais aussi des garanties pour qu'en cas de défaite ou à l'avenir, les chavistes, à commencer par Nicolás Maduro, les États-Unis ont toujours sur lui disons un revenue, comme on disait aux États-Unis, sur sa tête 15 millions de dollars pour son arrestation, hein, on ne l'a pas oublié. Donc il faut que les chavistes aient les garanties qu'ils ne seront ni mis en prison, ni jugés, ni violentés en cas de cessation du pouvoir, en cas de défaite à l'élection. Et il faut enfin que le pays retourne dans le système interaméricain des droits de l'homme pour justement se réinsérer dans, je dirais, les normes onusiennes en matière de droits de l'homme. C'est ce qu'a proposé le président Petro, et on voit bien que c'est aujourd'hui ce qui constitue certainement les éléments qui vont continuer de discuter, puisqu'on annonce la reprise de ces négociations après plus d'un an d'arrêt au Mexique dans les temps qui vont arriver. Donc probablement qu'on va connaître une accélération de cette négociation au Venezuela. Enfin, dire que je parlais peut-être du rapport de force un peu entre la France et l'Espagne, ou le fait que la France veut se repositionner, il est utile de préciser que le lendemain de cette réunion qui s'est tenue à Paris, eh bien, l'Union européenne, par la voie de la Commission, a renouvelé pour un an les sanctions européennes contre le Venezuela, ce qui bien sûr a provoqué l'ire de Caracas. Et on peut penser que derrière cette décision, il y a peut-être un peu la frustration, voire le bougonnement des Espagnols qui ont réussi à finalement faire en sorte que ce soit aussi quelque chose qui soit un signal envoyé à Emmanuel Macron, dont on aurait pensé, ils ont peut-être pensé qu'il prenait trop d'initiatives sur le Venezuela, alors que normalement l'Espagne, eh bien, c'est un peu son précaré diplomatique. Donc voilà un peu quelques éclairages sur ce qui se passe, mais je crois qu'il faut retenir de cela que ce qui se passe au Venezuela, aussi bien du point de vue des États-Unis qui sont revenus pour finalement normaliser un peu les relations avec le pays, ou bien aujourd'hui ce qu'on voit avec Emmanuel Macron, on voit bien que les effets en fait géopolitiques du conflit russo-ukrainien sont multiples à différents endroits. Et ce qui se passe au Venezuela, le changement de donne aussi politique dans la région en Amérique latine, fait qu'aujourd'hui le Venezuela revient sur la scène diplomatique, et aujourd'hui, fort des nouvelles élections dans la région, eh bien, les diplomaties occidentales, françaises en particulier, se repositionnent à la fois par rapport au dossier russo-ukrainien énergétique et à la fois pour relancer leur diplomatie et leurs relations avec les nouveaux pouvoirs en fait, qui sont en train de s'installer en Amérique latine et qui tous aujourd'hui souhaitent un règlement politique qui respecte la souveraineté territoriale et l'intégrité du Venezuela.